Bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Alors, on est ravis de vous avoir avec nous pour parler d'un sujet qui est évidemment central dans nos vies, j'espère en tout cas. C'est peut-être pas encore pour tout le monde, mais ça devrait bientôt l'être. Le sujet de la décarbonation et de s'interroger finalement dans ce secteur d'activité, quelles sont les questions et les actions que l'on peut mener pour engager une décarbonation de ce secteur. Donc, je vous présente nos invités qui vont se présenter eux-mêmes d'ailleurs. Nathalie, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, moi, je suis Nathalie Grégoire, conseillère technique au sein de la FEDESAP, qui est la Fédération professionnelle donc des services à la personne de proximité. Bonjour à tous, pour ma part, je suis Patrick Janing, je suis gérant d'une entreprise de services à domicile sous la marque Axéo Service. Bonjour également, Virginie Giraudel. Moi, je suis gérante d'une agence de services à domicile à Rueil-Malmaison et on fait aussi bien du confort que de l'aide à la personne. Et bonjour, Florian Verlaine, je travaille pour Xelia dans les services à la personne depuis 14 ans et j'ai coordonné le projet, le groupe de travail décarbonation du secteur de l'aide à domicile pour Xelia. Merci pour cette présentation. Le but du jeu, effectivement, c'est de discuter avec vous des résultats un petit peu de ce groupe de travail. Donc, vous savez probablement, mais chez Xelia, on aime bien créer des groupes de discussion pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut changer les choses, améliorer nos produits, améliorer nos solutions. Et donc, on a pu mettre en œuvre ce groupe de travail. Globalement, la réflexion aujourd'hui va tourner autour de 3 sujets. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui, chez chacun d'entre vous, vous a donné envie de travailler sur ce sujet? Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement des solutions et des actions dans sa structure? Et enfin, l'étape d'après, ça serait quoi? Voilà, ça va être ça un petit peu notre plan. On va commencer peut-être par toi, Nathalie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la FEDESAP, justement, a souhaité s'investir sur ce sujet? Alors, pour commencer, nos souhaits, en tout cas au niveau fédération, ça a été effectivement de gérer toutes les priorités environnementales et sociétales pour les services à domicile et de s'intéresser notamment à la transition écologique. Alors, l'idée, c'était effectivement d'adopter des comportements éco-responsables, aussi bien au niveau des salariés, mais aussi des bénéficiaires. Voilà, donc notre idée, c'était d'accompagner les services à la personne vers cette transition écologique et de réduire l'impact du secteur, et de fédérer les acteurs autour de ce sujet. Et alors, tu peux peut-être nous parler un petit peu du projet que vous avez mené? Oui, je pensais que ça venait après. Ça venait juste après, alors on va poursuivre avec Patrick. Écoutez, 16 mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette date-là, mais pour nous, ça a été une étape qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Ce jour-là, j'écrivais 2 mails. Un mail à mes clients pour leur dire qu'on arrêtait toutes nos activités de service à la personne, à part les prestations pour les actes essentiels auprès des personnes dépendantes. Un autre à mes salariés pour leur dire qu'on les mettait au chômage partiel. Ça paraît peut-être anecdotique et banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un vrai crève-cœur. Et s'il y a vraiment quelque chose que je retiens de cette expérience-là, de cette période-là, c'est vraiment que cette crise, elle a révélé le fait qu'on avait besoin de coopérer, de collaborer avec les autres acteurs du territoire, les autres institutions, les salariés, les clients, toutes les personnes. Et c'est ce qui a fait vraiment qu'on a réussi à relever ces défis et à s'en sortir. Et aujourd'hui, je pense que sur ces sujets de la décarbonation, c'est en coopérant avec tous les acteurs qu'on arrivera à créer des modèles qui soient plus résilients et à repenser vraiment nos modèles économiques. Merci. Alors nous, la société est dans sa 7e année et c'est quelque chose qu'on a porté tout de suite. C'est vraiment une philosophie que je porte moi à titre personnel au quotidien. Et en tant que chef d'entreprise, je me sentais obligée et j'étais sur un secteur d'activité où c'était quand même une opportunité, en tous les cas, de véhiculer ces valeurs par mes salariés et par les clients en prônant
tant que possible la bonne parole. Donc c'est vraiment quelque chose qui avait une évidence, et participer à ce groupe de travail était pour moi une super opportunité de relayer ce qu'on essayait de faire timidement à notre échelle sur notre structure. Et je suis ravie d'avoir contribué. Et voilà, je pense qu'on détaillera après les moyens. Alors, pourquoi à titre personnel? Moi, j'ai eu de la chance quand j'étais jeune d'aller à Noirmoutier, passer tous mes étés. Et en fait, j'y suis retourné il y a quelques années. Et un peu comme Patrick, j'ai été choqué par vraiment un événement qui était de voir la montée des eaux et les plages disparaître. Et donc, j'ai appris que ça s'appelait la solastagie, de voir son environnement disparaître à cause du réchauffement climatique. Et donc, j'ai eu envie un peu de m'investir personnellement, mais aussi professionnellement, sur des actions de décarbonation. Et ça tombait bien, puisque Xelia veut mettre la partie RSE depuis quelques années au centre de sa stratégie. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a monté le groupe de travail, parce que aussi on a une certaine responsabilité à accompagner nos clients vers cette voie-là. Et quoi de mieux que d'agir, que d'avoir un impact sur nos 3000 clients, puisqu'on sait que les services à la personne ont un impact assez fort sur les temps de trajet, les kilomètres parcourus, parce que par définition, il faut aller d'un usager à un autre. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a monté ce groupe de travail pour améliorer nos outils, améliorer nos services, pour diminuer l'empreinte carbone. Alors merci beaucoup, parce que vous avez super bien respecté ma consigne de ne pas faire trop long, mais vous avez le temps quand même de parler, hein. D'accord ? Donc je vous rassure, n'hésitez pas. Voilà, peut-être Patrick, est-ce que tu peux rajouter un petit peu des dimensions personnelles au-delà de cet événement? Est-ce que voilà, pourquoi ce sujet? Tu t'es dit, tiens, à titre personnel, en termes de gérant, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet et je vais m'investir dedans. Écoute, comme il y a déjà toutes les dimensions à titre personnel que j'ai pu citer tout à l'heure, et puis après il y a vraiment ce côté, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là? Ça m'a amené à me poser, à réfléchir, à prendre le temps de m'émerveiller de la nature, de voir des rocades vides avec des super levées de soleil quand on circule tout seul, quand on a la possibilité encore de circuler. Et aujourd'hui, ça a vraiment été un cheminement personnel de se dire comment on avance pour ça. Il a fallu pour moi, ça s'est résumé en 3 mots. Ça a été se former, il a fallu se former, il a fallu s'adapter, adapter l'entreprise, et il y avait un 3e mot, c'était s'ouvrir sur l'extérieur. Et sur le premier, sur la formation, juste après Covid, j'ai pris le choix de me former en suivant un master à Cage, le master management des structures et activités innovantes en santé. Et vraiment le côté innovant, d'essayer de trouver des solutions un peu innovantes pour se sortir de ces difficultés. On a participé à la Convention des entreprises pour le climat. Et plus récemment, je me suis formé à l'animation de la fresque du climat pour pouvoir essayer de porter le message et de faciliter auprès des personnes qui m'entourent la compréhension des enjeux et de faciliter l'émergence de solutions. Donc ça, c'était sur la partie formation. Sur la partie adaptation, on a déménagé, on a essayé de concevoir des locaux qui soient plus adaptés à la coopération, aux synergies avec les salariés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a également repensé l'organisation en mettant en place des équipes autonomes, inspirées d'un modèle qui est assez connu en Hollande. On a également repensé l'organisation pour faciliter le bien-être des clients et le bien-être des salariés dans leur métier. L'idée, ça a été vraiment de concevoir des solutions qui soient propices à l'émergence de solutions de la part des équipes et de la part des différentes parties prenantes. Et puis enfin, le 3e point pour moi, c'était s'ouvrir sur l'extérieur. S'ouvrir, on fonctionnait vraiment en mode cocooning pendant toute la période Covid. Et l'idée a été de s'ouvrir sur l'extérieur, sur les institutions autour de moi, sur la Fédé, avec la Fédération des entreprises de services à la personne, au sein de mon réseau, accès aux services, où on a créé des commissions transition écologique. On a co-créé aussi avec la Fédé une commission transition écologique. Et puis pour terminer, on a également de s'ouvrir sur le territoire avec la fresque du climat en animant des sessions bénévolement sur le territoire.
Voilà, ça a vraiment été ces initiatives qui ont permis de poser vraiment des bases solides sur qui me permettent de m'investir aussi sur différents groupes de travail. On a travaillé avec la Fédé, avec un groupe de travail au niveau du gouvernement, et puis avec des groupes de travail avec différents partenaires, dont Xelia. Alors là, tu es déjà reparti sur le comment, alors que j'ai essayé de te repasser la balle pour recreuser sur le pourquoi. Mais peut-être je vais repasser la parole aux autres intervenants pour rester encore un petit instant sur le pourquoi. Pourquoi la FEDESAP, dans son rôle de fédération, s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose sur ce sujet, parce que si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Ça a été quoi votre raisonnement pour arriver à ça? Alors, je pense que ce que Patrick vient d'évoquer sur la crise sanitaire a mis en perspective, pour beaucoup de gens, la réalité en fait du monde, de la difficulté effectivement de l'environnement. Et au sein du conseil d'administration en fait, de la FEDESAP, en 2021, donc très peu de temps après cette crise sanitaire, il s'est posé la question de se dire il faut aussi travailler sur un sujet qui est transversal pour les structures de services à domicile et les amener vers effectivement cette notion de transition écologique. Alors on est tous impactés, que ça soit au niveau personnel mais aussi au niveau professionnel à un moment donné sur ce sujet. Voilà, donc je pense que c'était quelque chose qu'on avait envie de porter au sein de la fédération pour amener nos adhérents à réfléchir sur le sujet et peut-être à leur trouver, c'est ce qu'on verra peut-être après, je vous expliquerai un peu plus ce qu'on a produit, trouver des outils, en tout cas pour les aider à y aller. Voilà, parce que ça reste quand même un sujet qui est vaste, pas forcément... on a envie d'y aller, mais en même temps, on a l'impression que c'est très compliqué, quoi. Voilà, ça parle pas forcément, on utilise des fois des termes, enfin moi, pour tout vous dire, la première réunion que j'ai faite sur le sujet, je me suis retrouvée avec des experts, je n'ai rien compris. J'étais hors sol, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont raconté? Voilà. Donc, je peux comprendre que ça peut faire peur. Mais finalement, nous, en tant que fédération, on est là pour aider nos adhérents à trouver des solutions, des outils pour les amener sur ce chemin-là et ensuite le perpétuer auprès de leurs salariés, auprès de leurs bénéficiaires, etc. Et c'est là où la place du service à domicile est hyper importante au niveau de la transition écologique. Parce que le service à domicile, on va chez les gens, donc on touche un public très très large et toute catégorie, parce qu'on peut avoir des jeunes enfants comme des personnes très âgées, et on peut être amené justement à porter finalement la bonne parole grâce à ce métier sur le sujet de la transition écologique. Voilà ce que je peux en dire. Parfait. C'est vrai que je ne sais pas si vous partagez un peu ce sentiment, mais tous... on a un peu cette problématique de très bien, mais moi, à mon petit niveau, à moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut trier ses déchets, on peut faire tout ça, mais quand on est en charge d'une entreprise, on commence à se poser les questions un petit peu différemment, en se disant, en tant que gérant d'une entreprise, qu'est-ce que je peux faire et suis-je vraiment capable de contrer ou d'améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire? Nous, avant de lancer, alors nous, c'était un peu pareil, c'est ce que Florian a rappelé, je vais juste le retenir, mais c'est vrai qu'en tant que Xelia, on est aujourd'hui une entreprise de 230 personnes, donc on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes? Une fois qu'on a bien trié les capsules de café, qu'on a bien enlevé le papier, qu'on a bien enlevé tout ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et nous, la conviction qu'on a eue, c'est ce que Florian a dit, c'est que c'est finalement en aidant nos clients à faire mieux qu'on va probablement avoir le plus d'impact. Et on s'est assez tôt dans le lancement du programme, on est arrivé à cette réflexion que si finalement on arrive à faire gagner 2 km par jour aux intervenants, à la fin de l'année, ça fait 66 000 tonnes de CO2 d'économiser. Et là, on se dit, il y a peut-être un truc qu'on peut faire. Et donc là, on a lancé ce groupe de travail. Et donc maintenant, je vais effectivement vous interroger. Donc, maintenant qu'on a bien compris ce pourquoi on a tous cette motivation intrinsèque, personnelle, et puis qu'on a essayé de porter dans nos organisations, mais maintenant, comment on met en place ces solutions? Est-ce que tu peux nous décrire, du coup, comment, à la FEDESAP, vous avez voulu travailler ce sujet? Alors, comme je vous l'ai dit, la commission a été créée en 2021, et les premiers travaux livrés, 2023. C'est pour vous dire le temps de réflexion que ça a mis. Parce qu'on voulait rentrer dans quelque chose d'opérationnel. Il était hors de question qu'on se mette à faire une étude du carbone, du truc, machin, on sorte encore un pavé que personne ne lit. On n'était pas là-dedans.
on avait envie de faire quelque chose d'opérationnel. Donc on a créé, avec la commission, des fiches métiers, où on a sorti effectivement, c'était la consommation de CO2 par métier. C'est-à-dire si on faisait du ménage, si on faisait de la garde d'enfants, si on faisait du portage de repas, qu'est-ce qu'on consommait et qu'est-ce que ça impactait, d'accord? Et on a donné aussi quelques pistes alternatives pour donner un peu des solutions sur cette thématique. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais grosso modo, on va retrouver le déplacement, le numérique, voilà, et vous comprendrez pourquoi on a participé au groupe de travail avec Zélia. On avait les énergies, les déchets, voilà. Je vous les cite pas tous, j'en oublie, mais les produits toxiques, enfin voilà. Donc c'était important, voilà, on a commencé par là. C'était un premier niveau de se dire, on a des fiches par métier qui vous expliquent que par métier, voilà, quel impact on a déjà sur l'environnement et quelques petites solutions déjà qu'on peut mettre en pratique. D'accord? Donc ça, c'était ça. Donc ces fiches ont eu beaucoup de succès. Elles sont toujours disponibles. Si vous en avez besoin, on vous donnera l'accès, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on a souhaité mettre en place une charte d'engagement volontaire pour nos adhérents qui s'engageaient sur... Il y avait 5 thèmes, notamment la première étant la formation des salariés, voilà, au sein de la structure dans le cadre de cette transition écologique. Voilà. Alors tout ça, ça nous a valu une visibilité importante parce que finalement, on a été la seule fédération à se saisir de ce sujet et à produire en tout cas ces petits outils. Alors, ils sont perfectibles, je ne vais pas vous dire que c'est miraculeux ce qu'on a fait, mais c'est une première marche. Et de là, on a été sollicité par le Shift Project, qui avait été initié notamment avec la CNSA, où nous sommes intervenus pour présenter les travaux que nous avions faits. Et ensuite, également, la convention de la planification écologique 2023-2028 de la DGOS. Voilà, donc on a été amené aussi à signer. Donc ça a permis finalement d'ouvrir le service à domicile sur ce champ qui est méconnu, en tout cas, qui peut être méconnu parfois, et qui va nous permettre d'amener, en tout cas, les acteurs des services à la personne à s'en saisir et à avancer sur cette thématique. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et après, on évoquera pourquoi on est venu vous voir. Absolument. Mais du coup, Patrick, pour compléter peut-être un tout petit peu, parce que je sais que tu as participé à cette dimension, comment ça s'est concrètement mis en œuvre pour toi en tant que de gérant de structure? Comment tu as pu contribuer à cette commission au sein de la fédération? Alors comme je le disais tout à l'heure, on a adopté 3 maîtres mots, former, s'adapter et s'ouvrir sur l'extérieur. Et au niveau de l'entreprise, il a fallu effectivement déléguer un certain nombre de sujets pour pouvoir libérer du temps pour participer à ce genre de travaux et essayer de sensibiliser tout autour pour que les personnes s'approprient les outils qu'on créait au cours de cette commission. Les fiches, j'ai beaucoup de confrères qui nous ont témoigné comme quoi ils avaient imprimé ces fiches qui sont très pratico-pratiques, qui permettent de très rapidement, visuellement, afficher ces documents en agence et de pouvoir très facilement mettre en place des actions et communiquer sur ces sujets, en parler en équipe avec les intervenants, avec même les clients qui passent parfois en agence. Donc effectivement, il y a plein de choses très simples. C'est vraiment ce qu'on a souhaité avec la commission, que ce soit des choses faciles à s'approprier. Peut-être du coup, Virginie, tu nous as exprimé cette conviction personnelle. Comment tu as réussi à la mettre en œuvre dans ta structure, sachant que tout le monde dans ta structure n'avait peut-être pas la même conviction personnelle. Donc du coup, comment tu as pu mettre cela en œuvre dans ton organisation? Alors c'est un travail au quotidien, néanmoins c'était vraiment quelque chose qu'on a porté ensemble dès le départ, parce que c'était dans notre projet de service, donc c'était vraiment une volonté d'être sur une démarche éco-responsable. Donc c'est quelque chose qu'on accompagne depuis le début dans le recrutement, quand on va voir un nouveau client, c'est quelque chose qui est en nous. Donc on évoque toujours, je ne sais pas, sur un ménage par exemple, les produits d'entretien. On incite vraiment systématiquement et nos clients et nos salariés à utiliser des produits
écologiquement responsables, qui sont d'ailleurs économiques et meilleurs pour leur santé. Donc c'est un combo gagnant pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qu'on diffuse. Après, tout de suite, on s'est équipé d'un outil informatique qui nous permettait de simplifier le traitement. Et je pense à ça parce qu'on a des confrères qui sont encore sous Excel. Donc c'est vrai que c'est d'avoir un outil aussi qui nous permet de travailler facilement. Ça permet aussi de limiter les impressions. Je ne vise personne. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est très sensible. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. De quel outil magique tu parles? Je n'ai pas bien saisi. C'est en 4 lettres. C'est beaucoup de points, Scrabble. Donc voilà, au départ, on n'a pas démarré avec Zimi, on a démarré avec son petit frère qui s'appelle Cézanne. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'était un petit investissement pour démarrer une structure, mais c'est vraiment sans regret. Et bien au contraire, j'encourage tous les nouveaux acteurs à tout de suite bien s'équiper d'un outil informatique qui accessoirement décharge beaucoup sur plein de postes, mais permet vraiment d'être tout de suite performant et permet de véhiculer en plus une image très moderne de la société, rassurante aussi. Aujourd'hui, on a passé beaucoup d'étapes parce qu'on est même avec Zimi Mobile, et c'est vrai qu'en termes d'image qu'on renvoie même à l'embauche pour nos futurs salariés et pour nos clients, c'est une valeur de confiance, un gage de confiance, parce que on sait exactement, précisément à quelle heure les intervenantes sont passées, si même elles sont passées, parce que on a tous des clients qui nous disent non, elle n'est jamais venue, qui sont atteints d'un Alzheimer assez sévère, et c'est toujours compliqué avec les familles qui nous disent non, maman dit qu'elle n'est pas passée, si elle est passée, non, enfin voilà. Donc là, on évite tous les conflits et c'est quand même beaucoup plus simple. Après, pratico-pratique, nous, on est sur Rueil-Malmaison. On habite à côté, on vit sur notre secteur, on connaît parfaitement notre territoire. On a une autorisation qui est départementale, qui nous autoriserait à faire 30 km, enfin peut-être pas 30 d'ailleurs, 15 au nord et 15 au sud, mais en région parisienne, on raisonne vraiment en temps. Nous, on a pris le parti d'être vraiment une entreprise de proximité. On n'a pas un réseau de 300 agences, on est vraiment en hyper local, ce qui fait qu'on essaie d'avoir, et ça c'est quelque chose qu'on a travaillé tout de suite, d'avoir vraiment des organisations très locales. Déjà en recrutement, on essaie vraiment, alors après c'est pas toujours facile de se loger sur ces villes qui commencent à être chères, mais en tous les cas, c'est un critère pour nous rédhibitoire, quelqu'un qui habiterait de l'autre côté de Paris parce que c'est pas gérable, qu'on a connu les grèves, le Covid, trop d'événements aléatoires et sur de l'aide à la personne, c'est pas gérable. Donc on est en hyper proximité et on essaie vraiment d'organiser nos tournées pour que tout se fasse très facilement. Et à côté de ça, donc on est aussi dans une démarche d'accompagnement véhiculé parce qu'on est partenaire avec différents projets, notamment, différents partenaires plutôt, type Sortir Plus, pour ceux qui connaissent, qui a pour objectif d'aider les personnes âgées à sortir. Et dès le départ, on s'est équipé de véhicules électriques. On a aujourd'hui une flotte avec 2 véhicules pour la direction et 3 véhicules pour tous ces services-là. Et on a également répondu à un appel à projet sur le 92 pour rompre l'isolement des personnes âgées. Et l'idée était aussi de pouvoir aider nos salariés avec nos propres véhicules pour justement limiter parfois leur l'usage de leur propre véhicule, bon diesel qui parfois pouvait tomber en panne, mais aussi pour simplifier les accès sur des zones ou des temps où parfois il n'y a pas de transport ou difficilement. Même si on est en proche banlieue parisienne, c'est pas toujours très bien desservi, notamment le week-end et le soir. Voilà, et après, au quotidien, on a beaucoup d'événements qu'on essaie de transmettre, par exemple, ou de bonnes pratiques. Je pense notamment pour l'anniversaire d'Avestia qui avait 5 ans, on a offert des gourdes à nos salariés pour éviter les bouteilles. Enfin voilà. Après, c'est des petits réflexes au quotidien, et puis quand on entend parler de petites infos sur des bonnes pratiques, on n'hésite pas à transmettre, et je sais que l'outil le propose, donc voilà, j'ai hâte de passer à l'étape d'après qui est Ximi Family. Encore autre chose. Merci beaucoup Virginie, mais du coup Florian, pourquoi, et avant d'arriver à ton comment, pourquoi on a voulu lancer ce groupe de travail? Pourquoi aller solliciter nos clients parce que peut-être qu'on sait tout seul, nous on n'avait pas besoin de nos clients, mais non, c'était pas l'idée. J'aurais pu partir dans ma cave avec mes idées préconçues et concevoir un super outil qui permettrait d'optimiser tous les temps de trajet d'un coup. Sauf que déjà, je ne suis pas développeur, donc ça aurait été super nul.
Et l'idée, c'était de prendre, vu qu'on allait utiliser nos outils, nos services, nos accompagnements à destination des clients, l'idée, c'était de mettre un peu tout le monde autour de la table et de co-construire justement le plan d'action pour que ça soit utilisé au final. Parce que si on est tout seul de notre côté, il y a de grandes chances que ce qu'on produit ne sera pas utilisé. Et donc l'idée, c'était ça, d'avoir des partenaires, des utilisateurs, des clients, des investisseurs, en fait tout un écosystème qui touche directement ou indirectement les services à la personne, mais qui connaissent le quotidien des structures de services à la personne, qui connaissent les contraintes, qui connaissent les réalités du terrain, parce que on sait que c'est difficile d'être intervenant à domicile, on sait que c'est difficile aussi d'être responsable de secteur et d'être dans ce secteur. Donc l'idée, c'est d'y aller en connaissance de cause et d'y aller étape par étape pour embarquer tout le monde et faire en sorte que c'est plus d'impact. Et tu peux peut-être raconter, mais il y a eu un moment où justement c'était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des séances, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tant que dirigeant, vous avez dit on va peut-être faire venir des salariés aussi, non? Parce que là on parle entre dirigeants, mais en fait ceux qui sont tous les jours sur les outils, c'est plus tout à fait nous, donc ça serait peut-être bien qu'on les fasse venir. Donc tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé justement ? Donc là, c'est l'organisation justement des ateliers. Donc, premier atelier, l'idée, c'était de mettre tout le monde, du coup, en présentiel pour qu'on réfléchisse à vraiment, sans idées préconçues, comment on peut avoir un impact. Et donc là, on a eu toujours des sujets de sensibilisation, de formation. On est rapidement arrivé sur la partie outils. Et là, les dirigeants des structures de service à la personne, quand il fallait utiliser Ximi, nous dire bon alors comment vous utilisez Ximi pour faire le remplacement, tout le monde a dit ah c'est pas moi, je délègue. Voilà. Donc là on s'est retrouvé à devoir planifier une seconde phase de travail en faisant venir les personnes qui gèrent la planification et donc qui expliquent comment ils font au quotidien pour planifier les interventions. On met en place des outils pour aider à la planification. Donc ce qu'on appelle nous le moteur de recherche pour optimiser déjà, il y a des outils qui payent mais qui ne sont pas utilisés a priori puisque dans la réalité du terrain, 80% des gens qui nous montraient comment ils utilisaient leur façon de faire le planning, donc notamment j'ai un nouveau client, comment je lui planifie des heures, en fait la personne dit moi j'ai tout dans la tête, je connais mon secteur, je connais mes intervenants, donc je vais directement dans le planning et là je planifie. Et là on s'est dit mince, déjà il y a un problème, on met à disposition des outils et là ces outils ne sont pas utilisés. Donc avant d'aller faire des plans sur la comète en créant une fusée pour aller sur Mars, on va y aller étape par étape et déjà d'améliorer les outils qu'on met à disposition de nos clients. Et c'est comme ça qu'on aura un impact fort. C'est d'améliorer l'ergonomie, d'améliorer aussi l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des utilisateurs pour faire en sorte que déjà ce qu'on met à disposition des utilisateurs soit utilisé. Oui, ça a été quand même une leçon pour nous, honnêtement, d'entendre nos utilisateurs dire « Ah, ce qui serait vraiment bien, c'est que ça fasse ça. » Ouais, ça le fait déjà. Alors, sinon... Donc on a des exemples, mais c'est vrai que on se dit tout de suite quand on cherche à optimiser des choses, on se dit oui mais moi si ma responsable de secteur je veux la faire venir dans un outil d'optimisation, il faut que je puisse lui prouver que l'outil d'optimisation il tient compte de tous les critères qu'elle a dans la tête, les intervenants qui sont préférés, les intervenants faut surtout pas les envoyer, les compétences plus, moins, voilà. Et en fait tout ça existe déjà dans l'outil. Donc nous on a eu un peu une prise de conscience qu'il y a plein de choses qui existent dans l'outil, mais qui ne sont pas suffisamment sous la main de l'utilisateur au moment où il mène son action. Donc nous, ce groupe de travail nous a amené à réfléchir l'ergonomie également du produit pour ramener au plus proche de l'utilisateur tous les critères qui vont pouvoir être utilisés par les systèmes d'optimisation. Parce qu'un système d'optimisation qui tournerait un peu à vide, ça ne va pas nous apprendre grand-chose. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une leçon pour nous et des exemples de champs qui existent déjà. J'ai parlé des intervenants préférés, mais il y a également les clients prioritaires. Toutes ces notions-là, quand on est dans l'urgence d'un remplacement, on peut peut-être pas traiter tout le monde d'un coup. Voilà, faut pouvoir tenir compte de ces informations pour procéder. Alors du coup, je te repasse la parole, Nathalie. Est-ce que D'abord, est-ce que tu peux nous reparler un tout petit peu de comment tu as vécu ce groupe de travail ? Oui, parce que déjà, pourquoi on vous a rejoint, c'est oui. important. Donc, partenaire historique. C'est pas juste parce que tu as vu la lumière. Non, quand même.
Partenaire historique déjà de la FEDESAP, ça c'est important, mais surtout, pour moi, c'était une collaboration innovante et dans une vision commune. Voilà. On traitait le même sujet, on traitait un sujet qu'on avait à cœur, alors sous des angles différents, bien sûr, mais c'était important effectivement de voir comment, à travers un outil numérique, on pouvait peut-être répondre à un questionnement qu'on avait sur le déplacement, d'ailleurs, voilà, comment moins polluer, trouver effectivement des aménagements qui permettent aux salariés de garder une proximité, voilà. Et alors, moi, ce qui m'a étonné dans les premiers groupes de travail, et c'est ça en fait, qu'on avait un outil hyper performant, mais personne ne savait s'en saisir dans sa totalité. Voilà, moi j'ai découvert, parce que je ne l'utilise pas tous les jours, cet outil, et alors là, on a découvert des choses incroyables, c'est qu'on pouvait faire plein de choses avec cet outil, presque le café, la machine à laver, la totale, quoi. Mais en fait, les gens n'étaient pas forcément formés jusqu'au bout, et du coup, encore une fois, ça restait un petit peu empirique. L'utilisation, voilà, comme un tableau Excel, c'était bien, et on n'avait pas vu que derrière se cachait finalement plein de belles choses où on pouvait répondre à des enjeux aujourd'hui de transition écologique. Voilà. Notamment tout ce qu'on disait effectivement bilan carbone, dans les déplacements, comment effectivement optimiser ces déplacements, et donc voilà. Et le numérique, parce que le numérique c'est aussi une source de pollution, on ne va pas se cacher la vérité. Et là on a effectivement un outil digital qui peut répondre à tous ces questionnements aujourd'hui. Voilà, donc pour nous c'était important de travailler effectivement dans ce groupe, parce que pour nous c'est aussi des alternatives pour la suite, et on vous parlera des projets qu'on souhaite amener. Eh bien, j'espère que vous en ferez partie en tout cas pour demain. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Très bien. Patrick, justement, comment tu l'as vécu ce groupe de travail? Qu'est-ce que ça t'a amené, apporté Alors, mais bien, déjà. Ce que j'ai... Oula, petit accident. Ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est que ça correspondait vraiment à ce à quoi nous on aspirait. Le fait de former les personnes, former les équipes à l'usage tout simplement de leur outil de base dont ils se servent tous les jours. Les intervenants qui s'en servent tous les jours pour voir leur planning, voir les missions, voir toutes les diverses fonctionnalités qu'il peut y avoir, jusqu'au pointage, jusqu'à l'optimisation des trajets. Comme si je dois aller plutôt voir telle personne, mais quand elles travaillent en équipe autonome, elles peuvent essayer de voir comment je peux optimiser la tournée, comment je peux me répartir les interventions avec mes collègues dans l'équipe. Je trouve que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a pointé sur la méconnaissance d'une partie de certaines fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de former les gens à la compréhension de ce qui se passe, à la compréhension des outils qui leur permettent d'améliorer les choses. Et bon an, mal an, finalement, elles se rendent compte que les intervenants se rendent compte qu'ils arrivent à optimiser beaucoup de choses de leur quotidien sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui est vachement valorisant. Et le fait de participer à ce genre de groupe de travail, ça s'inscrit aussi dans la logique d'ouverture que nous, on essaie d'avoir au sein de mon agence, mais aussi au sein de la FEDESAP, avec le fait d'aller voir les fournisseurs aussi, comment ils peuvent nous aider les uns les autres pour que les différents adhérents décarbonent leurs activités, mais aussi moi aussi, au niveau du réseau, comment je peux aider mes petits collègues des autres agences accès aux services. Moi, je suis franchisé à Bordeaux, et comment je peux, en témoignant, en partageant mon expérience que je vis, les inciter en leur montrant... regardez, d'une part, ça permet d'être plus rentable, ça te permet d'optimiser, d'avoir plus de bien-être dans l'équipe et d'avoir plus de résilience, parce que les gens, quand ils savent faire, ils sont capables de rebondir sur plein d'autres choses. Ils sont capables d'échanger, de partager avec leurs mots à eux, leur expérience, et c'est ça qui est formidable. Alors, je te trouve très gentil avec nous, parce que tu dis que c'est essentiellement un sujet de vous former, certes, mais nous, je réinsiste sur ce point, c'est que nous, on invente des fonctionnalités, mais bon, si la fonctionnalité que tu inventes, elle n'est pas utilisée, c'est que tu as raté ta fonctionnalité.
Donc c'était quand même un peu un exercice de prise de conscience aussi pour nous d'être vraiment à vos contacts sur un sujet bien particulier. Et peut-être Florian, tu peux nous parler justement des leçons de ce qu'on a tiré des deux grands sujets que sont le moment de la mise en place de l'intervenant dans sa nouvelle mission, mais également le cas du remplacement. Voilà, comment et quelles sont les leçons qu'on a retirées de tout ce que les utilisateurs nous ont expliqué? Déjà, ça a permis vraiment de mettre les utilisateurs au centre du processus de décision. Là où avant, on était un peu parti bille en tête avec nos solutions, là, on a décortiqué vraiment les processus avec les utilisateurs finaux sur finalement tout le cheminement qu'a une responsable de secteur quand elle planifie. Et une des grandes leçons, c'est qu'elle ne fait pas confiance en l'informatique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte. Et c'est comment via une meilleure ergonomie, une explication aussi de comment l'outil propose des scénarios quand il optimise, pour que les utilisateurs finaux aient confiance en l'outil, que ce ne soit pas une boîte noire. Et donc pour ça, il faut vraiment améliorer l'interface du moteur de recherche, qui est la première grande étape. Donc c'est l'étape au moment où j'ai un nouveau client et que je mets en place mes fonctionnalités, c'est comment je prends une décision. Quels critères je mets en avant? Est-ce que c'est je veux optimiser un intervenant qui a des taux d'occupation les plus faibles, des compétences en fonction des besoins qui ont été sélectionnés? Et si jamais ça a été mal saisi, parce que ça a été une grosse leçon, c'est le problème de saisie des données. Si vous mettez quelque chose avec un algorithme hyper puissant, mais que les données en amont ont été très mal saisies, et ça vous sort quelque chose de faux. Donc l'idée, c'est que les utilisateurs puissent, au fil de l'eau, pouvoir corriger les données qui ont été saisies peut-être il y a 1 an, il y a 6 mois par une autre personne, et donc on puisse corriger au fil de l'eau pour qu'au final, la décision que prend le logiciel soit pertinente. Voilà. Donc ça, c'est la partie appariement. Après, il y a eu la partie remplacement, qui est une autre problématique. C'est-à-dire que j'arrive au bureau, j'ai Sabrina qui me dit, voilà, je ne vais pas arriver ce matin, et là, c'est l'urgence. C'est la panique. On est dans le planning, on fait son Tetris, et là, on est un peu dans l'urgence. On a tout dans la tête, mais pas tout, vraiment. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de réfléchir à, justement, quels sont les éléments importants pour pouvoir prendre une décision, et que l'outil ne prenne pas complètement une décision à la place des utilisateurs, mais oriente, et propose différents scénarios, et dise, pourquoi j'ai placé ces 3 intervenantes principales, ou intervenants, pour remplacer Sabrina qui est absente. Et donc là, on va aussi améliorer l'ergonomie, on va rajouter des éléments qui vont aider comme un assistant de décision. Et donc, en fonction de critères type de besoins, de priorités, d'optimisation, de taux d'occupation toujours, mais que ça soit transparent pour l'utilisateur final. Et bien sûr, de rajouter aussi des éléments, par exemple, de scoring environnemental qui sont l'optimisation des temps de trajet. Oui, je pense que c'est important, justement, suite à ce groupe de travail, de venir insérer dans la réflexion du quotidien d'un responsable de secteur, d'un chargé de planning, la valorisation de sa décision d'un point de vue impact environnemental. Ça, je pense que si on met l'élément sous les yeux, là, tout d'un coup, ça devient un quotidien, on y pense, on se pose des questions. C'est un peu comme le réflexe d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Là, si au moment où je planifie une salariée, j'ai 2 solutions possibles, mais il y en a une, c'est potentiellement 10 kg de CO2 en moins. Oui. Et ça, dans sa tête, on ne le sait pas, en fait. Dans sa tête, quand on croit tout savoir, en fait, on ne le sait pas. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, essayons de prendre quelques minutes pour rêver un peu et de se dire... alors bien sûr, vous comptez sur nous pour qu'on exécute ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est notre rêve, mais on va vous amener encore un petit peu plus loin derrière. Mais alors vous, les uns les autres, comment vous avez envie d'aller encore plus loin sur ces sujets, avec nous peut-être Alors, pour continuer, nous, on a fait des fiches, comme je vous ai dit, petites choses, des petits outils. Et demain, on se projette autrement, parce que notre souhait, ça serait effectivement de pouvoir mettre en place des trophées de la transition écologique pour les services à la personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça serait ces trophées ? Ça serait effectivement des pratiques, des bonnes pratiques, voilà, des adhérents
qui seraient en fait sélectionnés, parce qu'on fera un appel, je ne vais pas tout vous dévoiler, hein, mais un petit appel à candidature. Voilà. L'idée, c'est qu'ils, pour la plupart, se saisissent de ces bonnes pratiques et pourquoi pas effectivement avoir ce lien avec Ximi, parce qu'une grande majorité de nos adhérents utilisent effectivement cet outil digital, voilà, pour leurs pratiques professionnelles. Et l'idée, c'est ça. Donc là, on est en train de monter un petit peu ça. On a monté déjà une réflexion là-dessus. Et on est en train de débroussailler du comment on va y arriver, de ce qu'on va mettre en place. Voilà, notre souhait, ça serait de pouvoir arriver à décerner, en tout cas, et rendre visible cette transition écologique dans le secteur à travers un trophée. Voilà, pour tout vous dire. Super, on a hâte d'en savoir plus. Patrick, de ton côté, voilà, par rapport à tout ce que tu nous as raconté, ce que tu as mis en place, c'est quoi les prochaines étapes pour toi dans ta démarche justement de décarbonation? Alors effectivement, déjà, il y a un premier levier au niveau des réseaux. Je continue, je vais poursuivre la dynamique avec la FEDESAP et avec accès aux services, parce que je pense que les entreprises de services à la personne ont vraiment un rôle majeur à jouer dans la transition environnementale, aussi bien de nos salariés, des personnes qu'on aide au quotidien pour les sensibiliser sur ces sujets-là. Au niveau de mon entreprise, pour moi, c'est vraiment continuer la sensibilisation sur ces sujets-là pour continuer à créer les conditions propices à l'émergence de solutions, parce que j'estime pas avoir moi toutes les solutions. Pour moi, c'est vraiment le collectif et la coopération qui vont permettre de faire émerger toutes les solutions. C'est pour la raison pour laquelle je me suis formé à l'animation de la fresque du climat. Je me suis également formé à l'animation de la fresque des nouveaux récits pour essayer de créer des nouvelles histoires qui donnent envie à tout le monde d'embarquer dans ces sujets-là. Après, il y a bien sûr tout un tas de choses très concrètes au niveau de l'entreprise. Ça va de la réduction des déchets, arriver à faire en sorte qu'il y ait 0 déchets non recyclables qui sortent de l'entreprise. Il y a le fait de bannir tous les produits toxiques. On a des gammes de ce produit bio, mais c'est pas entre le dire et faire en sorte que ça infuse dans toutes les strates jusque chez le client, c'est pas forcément simple et ça prend du temps. Moi, je suis assez partisan de la technique du sachet de thé. Faut laisser infuser. Et à titre plus personnel, après, bien sûr, il y a tout un tas de sujets. En famille, on a... en tout cas, il y a des sujets... Chaque fois qu'on a des acquisitions, des achats, des objets, il y a toujours des réflexions qu'on arrive à avoir. Et ça, je trouve ça... C'est assez nouveau pour nous de se dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas l'acheter d'occasion? Est-ce qu'on ne peut pas le louer? Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Et bien sûr, après, il y a tous les sujets sur le déplacement. Là où, à l'époque, on prenait 3-4 fois par an l'avion pour aller faire des voyages, on a limité à une fois tous les 2 ans. En conseil de famille, c'est vraiment les sujets qu'on a abordés. Et puis après, bien sûr, l'alimentation, l'impact de la viande. Quand on a pris conscience de ça, quand on avait l'habitude de manger tous les jours quasiment de la viande, on a limité à... Ne serait-ce que déjà d'enlever un repas de viande par semaine, c'est déjà un impact assez conséquent. Mais nous, on a limité à 2-3 repas dans la semaine. Mais petit à petit, on avance sur ces sujets-là. Et je pense que c'est vraiment en coopérant et en essayant d'aller sensibiliser tout le monde autour de soi qu'on arrive à faire des belles choses. Formidable. Bravo pour ce conseil de famille, hein, c'est toujours important. Virginie, de ton côté, où est-ce que tu veux emmener justement la structure Alors, comme Patrick, évidemment, c'est concret. Au quotidien, on essaye évidemment de prôner les bonnes paroles et les bonnes pratiques. Après, je pense que ça passe effectivement par une bonne maîtrise de l'outil. Et on a l'honnêteté de reconnaître qu'on ne le maîtrise pas assez, donc on ne paramètre pas comme il faut, mais c'est une profession, un secteur d'activité extrêmement chronophage. Donc je bénis l'application qui nous fera gagner du temps, parce que le temps est précieux. On prône vraiment l'équilibre vie pro, vie professionnelle de nos salariés. Donc on a déjà des Tetris dans la tête de je travaille pas le mercredi, j'arrête à 16h, enfin voilà. Et puis j'ai pas ma voiture, elle est en panne. Voilà, c'est tellement d'informations complexes
on a une charge mentale à titre personnel lourde et on porte toute celle de tous nos clients et de tous nos salariés. Donc c'est très très lourd. Si l'outil peut nous aider un petit peu sur une partie, ça sera super. Voilà. On s'y emploie. Florian, justement, où est-ce qu'on va faire rêver nos utilisateurs demain? Oui. Ça a l'avantage d'être concis. Veux-tu bien développer un petit peu? Vous avez compris la phase 1 et 2, moteur de recherche et ensuite remplacement. Quand ça sera fait déjà, ça permettra d'être sûr que nos utilisateurs seront prêts à la phase 3, et nous aussi. La phase 3, ce qui est mettre de l'intelligence artificielle dans l'optimisation des plannings. Donc, c'est-à-dire que, justement, réfléchir à tout ce qu'a dans la tête une responsable de secteur et qu'à n'importe quel moment, j'appuie sur un bouton magique et Ximi, donc le logiciel de gestion, propose un optimum en prenant en compte toutes les contraintes des intervenants, les contraintes légales et bien sûr les besoins du client. Ce n'est pas cet outil magique, donc le planning intelligent, qui va choisir les intervenants, mais ça va être vraiment l'outil qui va proposer des scénarios optimisés en disant si vous remplacez par exemple 20% des interventions, vous optimisez 80% des temps de trajet. Donc l'idée c'est que ça soit graduel, le moins contraignant possible pour l'entreprise ou l'association, mais avec le plus d'impact. Et donc l'idée c'est que ça soit accompagné et soutenu par de la formation, puisque c'était un des gros problèmes, c'est que si on fait quelque chose d'ultra performance en formation, ça ne sera pas utilisé. Donc l'idée c'est de former et surtout d'accompagner à la conduite du changement, puisque ça va être quelque chose de justement on change totalement de paradigme, où là où j'avais la maîtrise du planning, je savais ce que je modifiais, là ça va un peu tout changer. On peut avoir des problèmes de crainte de perdre son travail tout simplement. Donc les responsables de secteur disent attention, si j'utilise ça, je vais plus travailler, alors que nous, ce qu'on veut dire, c'est que vous allez faire des choses beaucoup plus intéressantes. Vous allez justement, quand j'entends parler de charge mentale, c'est aussi ça ce qu'on veut travailler, c'est-à-dire toute la partie de dire faut que je retienne que je finis à 16h, que je travaille, que Madame Michu veut pas que ça soit une autre intervenante, etc. Tout le logiciel va centraliser ces informations, va se mettre à jour en fonction des retours, va apprendre de l'utilisation de chaque utilisateur et des importances qui peuvent être différentes entre chaque utilisateur et surtout entre chaque structure, que ça apprenne et que ça sorte de plus en plus des recommandations pertinentes. Et de là, les responsables de secteur vont avoir leur travail qui vont changer, c'est-à-dire d'être uniquement chargés à 80% du planning. Elles vont pouvoir passer du temps auprès des clients, des intervenants, des financeurs, de faire ce qu'on voit de plus en plus de la prévention, de la coordination, puisqu'on demande avec les transformations en service autonomie à domicile, etc., de jouer ce rôle, de coordonner. On leur donne plus de tâches, mais on ne donne pas forcément plus de financement. Donc, il y a vraiment une problématique de faire mieux avec moins. Et c'est ce genre d'outils qu'on veut apporter aux structures pour le faire. Voilà. C'est beau. C'est très clair. On arrive à peu près à la fin de cette conférence. On va peut-être prendre un petit temps pour les questions. Le petit mot de conclusion de mon côté, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez compris, quand on est arrivé sur cette démarche en tant que Xelia, sur ce groupe utilisateur, en toute transparence, nous, on était arrivés avec l'étage numéro 3. Et à votre contact, on s'est rendu compte, c'est ce que Florian a dit tout à l'heure, c'est que si on commence déjà par la solution qui est l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, là, la marche, elle est tellement haute qu'on va probablement déclencher des fractures des adducteurs à peu près tout le monde. Donc on s'est dit, il faut qu'on reprenne 2 petits pas en arrière, en améliorant ce qu'on a déjà, en s'assurant que tout le monde s'en sert, voilà, et que l'outil, il est là au service de l'utilisateur et pas pour décider à sa place. Ça, c'est ce que Florian a rappelé. Et donc, c'est dans cette étape-là, voilà, qu'on a l'intention de fonctionner. Et on voit bien que, globalement, la responsable de secteur, elle serait tout à fait légitime à dire non, mais j'adorerais pouvoir m'occuper de la décarbonation. J'adorerais. Mais j'ai pas de ressources et j'ai pas de temps. Donc, c'est un peu le cadet de mes soucis, là, pour l'instant, parce qu'il faut qu'on aille chez Madame Martin. Et si je me dépêche pas de le faire, il y aura un problème.
Donc pour nous, c'est comment on peut justement faciliter ce travail en reprenant à la base des choses qu'on faisait déjà, mais pas suffisamment bien. On reprend à la base et on amène après les solutions d'intelligence artificielle qui vont venir travailler sur des données mieux structurées, utilisées. Parce que si elles ne sont pas utilisées, l'intelligence artificielle, elle sera artificielle, mais pas très intelligente. Donc il faut vraiment qu'on arrive à impliquer tout ça. Voilà en conclusion un petit peu comment on a vu les choses. Et je vous propose, si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants, il reste quelques minutes pour cela. La première question est toujours la plus dure. Ah, merci madame. Est-ce qu'un micro peut arriver jusqu'à madame? Bonjour. Bonjour madame. On aimerait bien avoir les fiches là, dont vous avez parlé. Métier, s'il vous plaît. Oui, vous les avez sur le site de la FEDESAP, sur Internet. Normalement, vous taffez... mais vous venez me voir après, là, je vous montrerai. On a un stand là, FEDESAP. N'hésitez pas à venir me voir. Merci pour cette première question qui est toujours la plus dure. La deuxième n'est pas simple non plus. Est-ce que quelqu'un veut la prendre? Il faut absolument poser une question, sinon on va avoir l'impression qu'on a été super bon. Alors, une question juste ici, puis après juste là. Voilà, j'ai gagné la deuxième et la troisième en même temps. Bonjour. Ça s'adresse plus pour les plannings, justement. Est-ce que, parce que nous, dans la planification, on utilise Zimi, hein, et on a le problème, en fait, de devoir le faire de tête, parce qu'on se retrouve à changer les plannings des gens. Ça peut jouer d'une demi-heure, d'un quart d'heure, d'une heure, ou carrément d'une journée. Et à ce niveau-là, au niveau de la planification, est-ce que c'est l'IA qui va gérer tout ça après? Ou bien est-ce qu'il y a des façons de faire que je ne connais pas? Donc là, vous êtes dans des logiques aussi de remplacement. Oui, voilà. Donc là, on n'est même pas dans l'IA. Voilà, l'IA, c'est vraiment d'être macro et de tout repenser, parce que justement au quotidien, à un moment on prend des petites décisions et en fait on décale des interventions et finalement on se retrouve avec des temps d'intervacation très longs et on oublie en fait l'optimisation globale. Là on est dans les remplacements, donc c'est la phase 2 de notre projet où l'idée c'est de proposer des scénarios de remplacement en fonction de toutes les contraintes qu'on a. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où vous allez renseigner une personne qui est absente, le logiciel va vous pousser, en fait, des intervenantes qui sont les plus compétentes, les plus disponibles, les plus pratiques pour faire ce remplacement, en vous proposant plusieurs scénarios. Mais c'est vous qui choisissez. Oui, mais pour compléter, je pense votre point particulier, et on l'a intégré dans nos réflexions, parce que justement, le groupe de travail, c'est très vite ça qui est ressorti, c'est que si Isabelle... elle y allait d'habitude de 10h à 11h. Le remplacement, de base aujourd'hui, ce que fait Ximi, c'est qu'il recherche quelqu'un de 10h à 11h. Voilà, donc j'avais bien compris votre question. Et donc là, ce qu'on a travaillé, c'est que dans le scénario de réponse, on va vous dire, Isabelle, elle peut pas, enfin Sylvie, elle peut pas de 10 à 11. Par contre, elle peut de 9h30 à 10h30. Donc si tu veux, je peux légèrement décaler le patient ou le bénéficiaire d'après pour pouvoir la placer là. Est-ce que tu veux? Oui. Et là, le système s'occupe de faire le décalage et de placer. Voilà, donc on a bien compris ça parce que c'est tout de suite les objections qu'on a eues en disant la recherche c'est très bien, mais votre recherche actuelle, elle est sur un créneau horaire donné. Alors certes, on était capable aujourd'hui de chercher, et ça très peu d'utilisateurs le savent, donc j'en profite pour vous le dire, même si on va l'améliorer. Dans l'outil, vous pouvez chercher 1 heure avant, 1 heure après. Voilà, donc ça vous le saviez pas, voilà. Mais le problème c'est que même si l'outil répondait, c'était toujours à l'utilisateur de faire d'abord le décalage pour après pouvoir faire le remplacement. Donc là, dans la solution qu'on va mettre en œuvre, ça fait l'ensemble. Ça veut dire qu'on dit, si je te propose de décaler légèrement telle personne pour pouvoir placer telle autre, est-ce que tu es d'accord? Oui. Et hop, ça fait le travail. Et donc on pourra... ça, c'est des projets. Alors, la phase 1, on a un objectif d'avancer vite dès le premier trimestre. Et la phase 2 sur le remplacement dès le deuxième trimestre. Sachant qu'en parallèle, on travaille sur la phase 3 avec toute une équipe de R&D qui est sur les sujets d'intelligence, mais qui met plus de temps à arriver. Et avec des données qui ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui, on ne fait pas très bien travailler les algorithmes. Merci. Question juste devant, ici. Oui, question pour Patrick. Quand on veut démarrer une démarche, quand on veut enclencher la démarche, par quoi on commence? Sachant que moi, à mon niveau, au niveau de l'agence, rien que le tri des poubelles au sein de l'agence, c'est impossible, quoi.
Je me retrouve avec la banane dans les tris sélectifs et pas dans le compost. Ou le morceau de pilon de poulet, je vous passe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une meilleure manière de procéder. Je sais qu'il y a différentes façons de... Enfin, j'ai constaté différents parcours, en tout cas d'entrepreneurs, avec la Convention des entreprises pour le climat. Il y en a qui commencent par transformer l'organisation pour pouvoir se libérer du temps, en essayant de donner plus d'autonomie aux équipes. Il y en a qui commencent par se former eux-mêmes pour comprendre les enjeux et avoir l'envie de transformer les choses chevillées au cœur. Et il y en a qui commencent par aller essayer de voir, de sécuriser tout ce qui est possible en essayant d'aller chercher des subventions, en essayant de trouver des nouveaux business qui permettent de solvabiliser ces transformations. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne manière de faire. Je pense que c'est surtout que ça corresponde le plus possible à votre sensibilité d'entrepreneur, de responsable de secteur ou même d'intervenant. Et après, je pense que quand on a une compréhension des enjeux, ce que je dis toujours, c'est que la peur, elle est soluble dans l'action. S'il y a un peu d'appréhension que peut générer ces sujets-là, tu parlais de solastalgie tout à l'heure, et qu'il y a un moment, l'important c'est d'agir et de faire le premier pas. Et après, on y va, on avance. Monsieur, oui. Probablement la dernière question. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci beaucoup en tout cas pour la conférence. Merci pour les intervenants. J'avais une question relative justement à l'IA. Et concernant l'IA, est-ce que, malencontreusement ou heureusement, est-ce que c'est pas l'IA qui va nous apporter ce petit supplément d'âme humaniste qui nous manque? Et parce qu'on parle beaucoup de nos politiques, on dit qu'ils sont hors sol, et nous, aujourd'hui, on fait de nos responsables de secteur des technocrates. Et donc, notre mission n'est-elle pas avant tout humaine? N'est-elle pas avant tout de nous occuper des personnes dépendantes, des personnes handicapées? Et donc, l'IA ne va-t-elle pas permettre tout cela? Et on l'espère quand? Et le plus rapidement possible, pour nous tourner complètement dans nos missions. C'est complètement notre objectif. Hein. Sincèrement, c'est ça notre objectif. C'est que nous, on ne croit pas à une IA qui remplace les gens. On croit à une IA qui aide les gens à faire ce pourquoi ils sont là. Voilà. Et malheureusement, avec toutes les contraintes, que ce soit les contraintes vis-à-vis du financeur, tout ce qu'on doit faire pour lui, les contraintes vis-à-vis peut-être d'un label de certification, les contraintes, beaucoup de contraintes, et je ne parle même pas du Ségur du numérique qui a encore rajouté des contraintes. Il faut faciliter, il faut dompter cette complexité pour redonner du temps aux gens pour s'occuper des autres. Voilà, donc ça c'est la mission qui nous anime et on croit effectivement dans notre vision de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans nos solutions qu'on doit redonner du temps. Mais aujourd'hui, je vous assure que quand on a parlé aux utilisateurs, ça fait peur d'abord. Ça fait peur parce qu'un responsable de secteur, ce qu'il comprend au début, c'est « OK, donc vous n'avez plus besoin de moi. Donc c'est forcément nul. » Voilà. Donc il faut forcément travailler la pédagogie en disant non, on a toujours besoin de toi, mais on va te donner des outils qui vont enfin te permettre de faire ce pourquoi tu es là. Donc c'est ça qu'on doit travailler tous ensemble. Merci pour votre intervention. Merci à tous. On peut les applaudir bien fort. Voilà, n'hésitez pas, demain il y a de nouveau une conférence sur les services autonomie. Il y a également un club utilisateur cet après-midi et demain. Donc n'hésitez pas. À très bientôt, au revoir.